Bonsoir à tous, bienvenue dans Version Croisée. C'est la suite de l'émission que vous avez tant réclamée sur Internet, ce casting entre Alain Bolodjoa et Oscar Moubiaï, deux grands acteurs politiques, analystes, mais également deux bons débatteurs qui parlent de la République. Alors on va commencer d'abord par finir ou achever les sujets qui étaient restés en suspens, notamment la représentativité au niveau national, c'est le fait si c'est obligatoire ou de manière absolue que la Constitution la consacre. On parlera également de la forme de l'État, est-elle régionalisée ou pas. Ensuite, le sujet du jour, c'est notamment gouvernement séminois, déjà des démissions. Constant Moutamba, que peut-il faire? On en débat donc, je rappelle, avec Alain Bolodjoa. Bonjour, bienvenue à vous, Alain Bolodjoa. Bonjour à vous, bonjour à mon co-débatteur, bonjour à tout le monde. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Alors, vous n'êtes presque plus à présenter, je le dirais quand même, coordonnateur de la nouvelle classe politique de l'opposition et initiateur du parti politique Levons-nous et Bâtissons, le BAT en sigle. J'ai l'impression qu'à la Bolodjoa, lorsqu'on zappe des chaînes, on tombe sur vous après quatre émissions comme ça. Vous êtes le chouchou des médias, on dirait maintenant. Qu'est-ce qui fait votre charme en même temps, votre succès maintenant? Bon, je ne sais pas si on doit parler en termes de succès. C'est juste que les gens veulent m'écouter. Ouais. Nous avons eu à développer une pensée et apparemment ça commence à tenir. Les gens veulent assez qu'effectivement qu'il y ait quelqu'un qui réfléchisse différemment. Et nous avons eu l'opportunité de former plusieurs jeunes et qui commencent à monter petit à petit. Peut-être qu'ils vont nous succéder parce que je ne veux pas faire ça indéfiniment. J'essaierai aussi appelé un jour à diriger et pourquoi pas aller faire les champs. Alors, à diriger, et après, quand on vous aurait peut-être fait 2 mandats, aller faire le champ calmement. Non, même un seul mandat, ça pourrait suffire. Parce que généralement, les gens pensent qu'ils ont toute la vie. On peut faire un mandat et puis aller s'occuper d'autre chose. Je peux faire l'agriculture, j'aime la menuiserie, je peux faire ça aussi. Si nous pouvons déjà donner des orientations, si déjà au niveau de mon territoire, de mon village, de mon groupement, au niveau de mon quartier, il n'y a plus de problème d'électricité, il y a possibilité de trouver le crédit, je ne vois pas pourquoi je dois impérativement faire la politique. Nous faisons la politique justement parce que nous sommes en face des grands défis. Nous sentons qu'il y a un problème de casting, un problème de profil, un problème de fixation d'objectifs. Et nous avons été formés justement pour corriger ces choses-là. Vous êtes entre-temps malmené aussi, votre passeport arraché. Ça ne vous empêche pas de braver tout cela, de prendre les moyens, même les plus difficiles, pour atteindre les médias comme Télé 50. Merci beaucoup. On n'a pas de choix. Voilà. Merci à vous. En face de vous, c'est un autre grand analyste, en tout cas des questions juridiques, Maître Oscar Moubiaï, avocat au barreau de Lille. Bienvenue à vous également, Maître. Je vous remercie de votre invitation. Ouais. Heureux de revoir mon compatriote Alain et que je salue tout le monde, vos téléspectateurs. Et d'entrée de jeu, je veux rappeler à notre ami Alain que je suis d'accord avec lui quand il parle de renouvellement de la classe politique. Mais s'il faut renouveler la classe politique, il faut être avec des politiciens au centre. De politiciens comme Alain Bolodjoa, non? Dont les analyses sont aimées de par leur objectivité. Notamment. Non, je ne pense pas que notre frère, quand on est politicien pur et simple comme lui, à ce moment-là, on prêche pour son église. J'aurais aimé qu'il soit plus du côté homme d'État pour aller au-delà des clivages que de rester que opposant. Et être opposant est une très bonne chose, mais pour lui, il voit tout en noir par rapport à ce qui concerne les pouvoirs et il va tout de suite me taxer comme l'homme qui défendrait les pouvoirs. Non, moi je défends une nouvelle classe politique qui défend, mais en faisant que les gens soient plus hommes d'État que politiciens. La nouvelle classe politique, c'est celle qui est jeune ou c'est celle qui ne critique pas le pouvoir? Comment vous la définissez rapidement avant que je pose la question la jeunesse, c'est un état d'esprit. Oui. Donc la nouvelle classe politique, c'est celle qui doit mettre le peuple, comme nous en avons la philosophie, le peuple d'abord. Et quand on a le peuple au centre de toute son action,
C'est ça la nouvelle classe, parce que l'ancienne s'est caractérisée par promettre au peuple le bonheur pour demain, alors qu'eux-mêmes le vivent pour aujourd'hui. Donc, le peuple d'abord, c'est ça la nouvelle classe politique. Et quand on est dans cette classe politique-là, on sort de clivage. On n'est pas comme notre ami Alain, qui en même temps a renouvelé la classe politique, mais en même temps, il voit tout en noir par rapport au pouvoir. Voilà, d'entrée de jeu, il vous dit absence de casting, absence de leadership. Voilà. Lui, il fait la politique. L'occasion de répondre, mais permettez-moi de mettre aussi un bémol que j'ai entendu chez quelques téléspectateurs. On dit que Maître Oscar Mubiaï fait des bonnes analyses, mais il réunit la qualité des juristes à d'autres grands éminents professeurs reconnus dans notre pays notamment. Non. Je crois que ça, c'est le fait que Alain a voulu me mettre ça dans la bouche autrefois. Et comme il est suivi... non, écoutez, moi, Maître Mubiaï, je ne réunis la qualité des personnes. C'est pour ça, à chaque fois qu'on m'a appelé, même l'autre fois avec les jeunes, qui me disaient l'homme aux cheveux blancs, j'ai admis votre invitation. Je discute avec tout le monde. Parce que je considère que la question du pays, ça intéresse tout le monde, quel que soit son bord. Et d'ailleurs, je suis pour ceux de la classe moyenne. Moi, je suis fils d'un enseignant. Et donc, je suis celui-là qui prône la classe sociale des gens qui ne sont connus ni des pères ni des mères, qui sortent par leur fort. Donc, mais maintenant, je n'admets pas que les virus musicaux qui atteint notre pays, où on est premier en tout, où on est grand en tout, ça, je ne l'admets pas. Et donc, les professeurs, je ne le remets pas en cause, mais je remets leur théorie en cause. Et donc, je suis plus ami de la vérité, ou je suis plus d'accord avec la théorie qu'avec l'auteur de la théorie. Si la théorie est fausse, je ne peux que constater malheureusement qu'elle est fausse, comme Galilée a dit, pourtant la terre tourne. Donc nous ne pouvons pas accepter les arguments d'autorité. Et je suis contre l'argument d'autorité. C'est ce qui a entraîné le culte des personnalités. Et je crois que c'est ça, c'est qu'Alain défend, c'est ça la démocratie, pour qu'il n'y ait pas d'argument d'autorité. Pour qu'on ne puisse pas dire, moi, dans mon conseil, mon conseil lobby, les grands professeurs a dit. Puisqu'on puisse avoir finalement aussi des institutions fortes et non des hommes forts. Alors, épuisons rapidement le sujet, la matière qui n'était pas achevée la fois dernière. Alain Bolodjo a dit que le gouvernement actuel a plusieurs fois violé la Constitution, notamment sur le point de la représentativité nationale, mais aussi parce qu'il y a un ministère au nom de ministère en matière des questions des villes. J'espère que je l'ai bien reproduit. Alors, vous dites que la représentativité nationale n'est pas absolument constitutionnelle. Votre argumentaire, la suite, Maître Oscar. Bon, très rapidement, je crois que ce n'est pas la faute d'Alain. C'est pour ça que je lui ai conseillé de pouvoir s'entourer des juristes quand il est homme politique. Maintenant, lui n'est pas juriste, c'est un économiste. Maintenant, quand il s'entoure de juristes, comme les professeurs que vous me citez de FCC, qui viennent vous dire des choses. Alors, à ce moment-là, ce n'est pas vrai. Donc, quand on fait une lecture littérale de l'article 90, il est effectivement dit que dans la composition du gouvernement, on doit tenir compte de la représentativité nationale. Ce qui est vrai. Sauf qu'il ne faut pas faire une lecture isolée ou littérale. Il faut combiner cette disposition-là avec le préambule de la Constitution qui bannissent le régionalisme, le tribalisme, l'ethnicité et consorts. Or, l'article 90 consacre le régionalisme, le tribalisme, l'ethnicité. Et on arrive à dire qu'un ministre représente sa province. Mais Alain n'a pas à représenter sa province. Ce n'est pas parce qu'il est de l'Équateur qu'il doit dire qu'il représente sa province. Non, un ministre, c'est un envoyé de l'État. En démocratie, on ne peut représenter que quand on a été élu. Mais quelqu'un qui est nommé, comment il va représenter une province? Non. Les représentants des provinces ou la représentativité en démocratie, c'est par voie d'élection. C'est pour ça que vous avez des députés qui représentent la nation. Et attention, il n'y a que le député qui représente la nation. Et non pas le président de la République ne représente pas la nation. Au même sens du droit interne, c'est au sens du droit international. Vous avez les provinces qui sont, eux, dont les intérêts sont assurés par les sénateurs. Voilà dans une organisation politique. Mais cette notion
de dire qu'on représente des provinces, ça c'est une inspiration de Banyamulenge parce que... De qui? Des rwandophones, les Banyamulenge. Oh là là, ce ne sont pas eux qui ont écrit la Constitution. J'aimerais écouter rapidement à chaud. Alain Bolodjoa, la représentativité nationale de l'article 90 de notre Constitution est-elle un sujet discutable ou pas? Bon, discutable sur le plan scientifique, oui, parce qu'il y a une thèse qui vient d'être développée. Par qui? Par mon concitoyen. Bon, oui. Il ne veut pas qu'on l'appelle concitoyen. Mon contradicteur ou sinon mon Votre compatriote. Hein? Bien que je n'adhère pas à sa vision, mais sur le plan scientifique, ça s'explique. Du fait qu'il met un doute sur l'esprit et la lettre de disposition pertinente de l'article 90. Mais ce qui est vrai, ce n'est pas lui qui a rédigé la Constitution. Il dit les Banyamulenge. Non, mais attendez. Ça, ce sont des raccourcis. Ce n'est pas lui qui a rédigé la Constitution. La Constitution a un esprit. La Constitution doit être comprise dans sa lettre. Mais il y a des travaux préparatoires qui existent. Il y a des procès-verbaux. Chaque article a un préambule. Et s'il veut se documenter, il n'a qu'à aller faire un tour au niveau du Parlement. Il y a toute une bibliothèque dont l'accès est gratuit. Il peut aller consulter. Mais ce qui est vrai, la représentativité nationale dont parle la Constitution a plus de sens dans l'esprit et la lettre du projet de la Constitution telle que nous analysons aujourd'hui. Qu'est-ce que nous avons constaté? Au regard de paramètres qui entourent la question de la nationalité, de l'origine, du tribalisme, on a voulu assez que lorsqu'on nomme au niveau du gouvernement, au niveau de l'armée, au niveau de l'administration, que l'on tienne compte de la représentativité nationale. Pour quel but? Pour répondre à quel problème? Justement, cela intègre la dimension anthropologique et sociologique de notre société. Parce que nous avons connu la problématique du tribalisme pendant longtemps, on a connu des crises et nous avons voulu assez que chaque fois que l'on procède par la nomination, que l'on tienne compte de cette réalité. Le problème n'est pas par rapport à ceux qui sont nommés. Le problème se situe plutôt par rapport à celui qui nomme. Prenons l'exemple. Nous avons 54 ministres. Félix Tshisekedi est de la zone linguistique Luba. S'il ne nomme que le Baluba, c'est lui qui tombe dans le tribalisme. Voyez-vous? Alors, pour que nous donnions la chance à la nation, nous avons voulu assez que toutes les provinces soient représentées au sein du gouvernement. Il y a le garde-fou constitutionnel, donc. Non, mais effectivement, la Constitution voudrait assez que nous tenions compte de la représentativité nationale. En réalité, on devait tenir compte des tribus. Fort malheureusement, nous en avons 450. Alors, comme nous ne pouvons pas avoir un gouvernement avec 450 membres, nous avons décidé, nous, politiques, pas les scientifiques, nous, politiques, à donner la chance à toutes les provinces d'avoir une représentation. Pas en termes d'individus, mais une représentation. C'est-à-dire que lorsqu'on nomme au sein du gouvernement, que l'on tienne compte de cela. Pour bien comprendre cet esprit, il faudrait maintenant recourir à la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. J'en ai parlé l'autre fois. Dans cette loi, on insiste aussi sur la représentativité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas retrouver dans la Cour constitutionnelle les gens de la même tribu. On doit tenir compte de la représentativité justement pour redynamiser notre société et permettre à ce que nous puissions fonctionner de manière équilibrée. Alors, pour notre concitoyen, il pense que on ne peut pas tenir compte de cette réalité. Mais attention, si nous n'en tenons pas compte, on propose quoi? Parce qu'il ne suffit pas seulement de dire oui, la Constitution a fauté, ou sinon les autres n'ont pas bien interprété. Si nous ne faisons pas ça, on fait quoi? Parce qu'on risque d'avoir des gouvernements essentiellement constitués de membres de tribus d'un président de la République. Et d'ailleurs, tel que nous sommes là, allez voir. Lorsqu'on avait nommé Mama Souminoa, on a plus mis l'accent, en dehors du fait qu'elle soit femme, on a plus mis l'accent sur la province. Ouais. Parce que justement, nous sommes dans cette logique. Et même par rapport à la répartition des responsabilités au niveau institutionnel, vous allez vous rendre compte que le fait qu'il y a un président de la zone linguistique Luba, un président de l'Assemblée de la zone linguistique Swahili, une première ministre de la zone linguistique Nekongo, ça consolide davantage
Effectivement, parce que nous visons l'unité nationale. Avant qu'on passe à autre chose, si la Constitution a fauté ou cet article-là est biaisé, qu'est-ce que vous proposez en fait? La question de Alain Bolodjoa à la place. Ben, déjà, avant de répondre à notre frère Alain Bolodjoa, ben, écoutez, on dit une disposition, une norme a l'esprit et la lettre. Maintenant, la question, l'esprit d'une constitution, où est-ce qu'on la trouve? On la trouve dans ce que l'on appelle préambule. Préambule, c'est la philosophie de valeurs qui sous-tendent une constitution. C'est ce qui est affirmé dans le préambule. Si vous avez votre constitution, vous allez au 3e considérant. Il est dit quoi? Il est dit que les tribalismes, les régionalismes, voilà les mots qui ont ruiné notre société, la Deuxième République. Et pour ne plus jamais revenir au régionalisme, au tribalisme, il faut passer à la démocratie. Maintenant, je demande à Alain qu'il puisse nous dire la représentation. Parce que quand vous parlez de la démocratie, vous avez la démocratie soit directe, le peuple exerce lui-même sa souveraineté. Mais la représentation, c'est dans les nominations, notamment, parce que... Mais dans la nomination, on ne peut pas parler de représentation. Lorsqu'on nomme, on sait au moins savoir qu'on nomme des gens de telles raisons pour créer un équilibre. Les ministres ne représentent rien. Le ministre n'est pas un représentant de quoi que ce soit. C'est un envoyé. Ministre, ça vient du latin, mittere, missi, missum, pour ceux qui ont fait le latin, envoyé de. C'est pour cela... Ah, envoyé de. C'est pour cela, sous la Deuxième République, on les appelait les commissaires d'État, commis d'État. Le ministre, c'est un... Pour vous, on peut prendre des ministres ressortissants d'un même coin, on n'a rien volé. Mais on n'a rien volé plutôt. Sortons du même coin. Nous sommes tous de la RDC. Définissons-nous par rapport à la nation et non pas par rapport aux ethnies. Alors, je crains que M. Bologna, lui, conçoit la nation, c'est quoi? Les vivre ensemble. Sous Deuxième République de Mobutu, vous pouvez tout dire de lui, mais il nous a laissé l'unité. Sinon, aujourd'hui, on aurait été totalement balkanisé. Et sous Mobutu, vous aviez le gouverneur de l'Équateur qui pouvait bien travailler au Kasaï ou au Katanga. Maintenant, si vous admettez, et je vous dis, l'esprit de la Constitution, c'est le préambule. Ça, il peut... soit maintenant me contredire. Bon, je voulais terminer par ici. La représentativité nationale a quelles conséquences alors? Est-ce qu'elle fait l'effet inverse? Elle promeut le tribalisme ou elle limite justement la propagation? Non, c'est une disposition qui consacre le tribalisme. Ah bon? Okay. Mais c'est dit non. On doit dire je représente mon coin. Le ministre de Maniama n'est pas représenté. Ça voudrait dire c'est monsieur, quand il se retrouve au gouvernement, il se conçoit d'abord de Maniama au lieu d'être au service de l'État. D'accord? M. Bolodjoa vient de le dire. Prenons, il y a aujourd'hui ce que l'on appelle les réductions des trains de vie des institutions. Maintenant, si vous dites que vous devez appliquer l'article 90, nous avons 26 provinces. Ça voudrait dire que nous ne pouvons pas faire au Congo un gouvernement de moins de 26 provinces. Mais quand vous parlez de représentativité, les pygmées vont vous dire qu'ils ne sont pas dans le gouvernement. Bah, ce sont les grandes régions, hein, les grands coins, on dirait. Ah, les pygmées sont de quelles régions? Qu'est-ce que j'en sais comme ça? Mais la Constitution vous dit, il faut respecter... Ils sont de l'Équateur, notamment, non, il y a des pygmées dans l'Est du pays. La Constitution vous dit, il faut prendre en compte la minorité, la représentativité nationale. C'est pour ça que je vous dis que ça, c'est l'esprit de gens, malheureusement, notre frère Alain Bologna... Les non-initiés. Non, est issu de cette famille rwandophone. Par son appartenance, parce que j'ai cru comprendre, dans lui-même définir son évolution politique, il dit qu'il a commencé avec Zaïd Ngoma. Zaïd Ngoma, c'est RCD, les gens de RCD, de tout ce monde-là. C'est votre ministre non, mais ce sont des gens... Votre réaction rapidement avec l'on parle de gouvernance au ministre. Ce sont des gens qui sont sortis de... En quelques mots, oui. Je pense que notre concitoyen, notre compatriote veut se perdre pour rien. Okay. Voyez-vous? Déjà au départ, Zaïd Ngoma a été le représentant de l'opposition
il n'était pas le président de mon parti. Apparemment, il y a un chapitre qui vous échappe. Nous avons constitué deux blocs avant et après Sun City. Alors, c'est lui qui était le vice-président pour le compte de l'opposition non armée. Voyez-vous, je ne suis pas rwandophone, même si je l'étais. Dans votre gouvernement de l'Union sacrée, il y a des rwandophones. Vous avez confié des missions sensibles aux rwandophones. Ce n'est pas ça mon débat. Vous savez, vous avez lu, vous avez fait référence au préambule de la Constitution. Je voudrais tout simplement vous lire une partie. Considérant que l'injustice, avec ses corollaires, l'impunité, le népotisme, le régionalisme, le tribalisme, le clanisme et le clientélisme, par leurs multiples vicissitudes, sont à l'origine de l'inversion générale de valeurs et de la ruine du pays. C'est ce que vous avez dit. Confirmant notre détermination à sauvegarder et à consolider l'indépendance et l'unité nationale dans le respect des diversités et de nos particularités positives. Déjà, c'est un objectif. Nous voulons consolider l'unité nationale, mais dans le respect de nos diversités. Le Congo ne dit pas que nous sommes tous de la même tribu. Parce que déjà, pour être congolais, il faudrait appartenir à l'une des tribus ou l'un des groupes ethniques. C'est ce qui nous sommes un pays mosaïque. Ne confondons pas les choses. Nous ne sommes pas des Israéliens qui sortent tous d'une même tribu. Nous, bon, pas de tribu, d'une même population. Oui. Nous sommes une diversité. Même ancêtre homogène, quoi, nous sommes une diversité sociologique. Nous avons plusieurs tribus qui se retrouvent dans plusieurs provinces. Ici, nous ne parlons pas de manière focus sur la tribu, mais sur les zones, sur les régions, sur les provinces. Voyez-vous? C'est-à-dire que ce n'est pas une mauvaise chose en soi si on tient compte de ça. Sur le plan politique, ça se justifie. Du fait que les provinces sont des entités politico-administratives. Et puis, deuxièmement, dans les provinces sont considérées comme des espaces politiques. Voyez-vous? Dans chacune des provinces, il y a un secrétariat exécutif de la CENI. Cela sous-entend que le processus électoral en tant que tel s'est fait au niveau de ces provinces. S'il y a une représentation au niveau national et que le gouvernement est l'émanation de la majorité parlementaire, même sur ce point-là, on doit avoir une représentation. Parce qu'il ne donnait pas l'impression... Le ministre s'était envoyé d'eux, simplement. Dans sa fonction, attention, ça c'est sans de confusion. En raison de son appartenance, notamment dans sa fonction, ou ethnique, oui. Dans sa fonction et non dans sa désignation. Okay. Parce que pour avoir le gouvernement, il faudrait avoir la majorité parlementaire ou sinon avoir une coalition. Cette coalition se constitue par les députés. Les députés sont des représentants. Ils viennent de quelque part. Ils viennent de quelque part, ils viennent des provinces. Ne demandez pas, je peux citer qui? Ne demandez pas à qui, je prends Élisée Ntambwe. Il est élu ici de Lukunga. Kinshasa. Alors, il représente quelle province, quelle entité, quelle circonscription? Lukunga. Oui. Il a une fonction nationale. Mais il représente Lukunga. C'est ça l'esprit de la Constitution. Mais je voudrais quand même on va passer à autre chose. Je voudrais quand même vider le doute qui risque de créer dans les esprits de la population. Mais si vous ne reconnaissez pas au professeur Njoli, au professeur Mbata, au professeur Bochab, au professeur Lusa et Sambo, oui. Si vous ne leur reconnaissez pas la qualité, je pense que la meilleure des choses à faire, c'est de vous taire. Parce que ce sont des gens qui ont fait preuve de leur capacité et d'analyse et de conception dans leur domaine. Vous pouvez douter de leur thèse, mais ne doutez pas de leur qualité. Parce que nous risquons d'apparaître comme comment je peux appeler, comme des kamikazes scientifiques. Si vous ne voulez pas reconnaître que Sambo c'est un homme intelligent, c'est quelqu'un qui s'y connaît, je suis désolé. Oscar Mobay est du domaine aussi. Il dit que lui, il a des entretiens, des discussions avec ceux qui ont dirigé leur thèse. Non, cher ami, oui, même si j'entrais dans une folie noire, je ne peux pas contester la capacité de mes maîtres. Ils sont maîtres. Et ils restent maîtres. Alors, parce qu'il n'est pas professeur ordinaire qui le veut.
Alain Bolodjoa, nous sommes scientifiques. Alain Bolodjoa, le sujet maintenant qui a un lien, qui est en rapport avec notre thématique, gouvernement souminois, déjà une démission. Alors, à quoi va-t-on s'attendre encore dans quelques temps? On n'en sait rien. Stéphanie Mbombo a jeté l'éponge pour raison de convenance personnelle. La ministre déléguée à charge des questions climatiques, environnement, etc. A dû quitter le gouvernement à quelques jours seulement de leur investiture. Elle est du Kasaï, on va dire. Elle quitte le gouvernement. Vous, comment vous interprétez ce départ, Alain Bolodjoa? Bon, certains, je vais vous donner peut-être les éléments d'analyse. Pour certains, c'est un bon signe. On a des hommes ou des femmes d'État qui sont capables de démissionner quand leurs convictions ne correspondent plus à la manière dont est conduit le gouvernement. Et pour d'autres, il s'agirait peut-être d'un forcing, on l'a poussé à la porte. Bon, que ce soit la première thèse ou que ce soit la deuxième thèse, je pense que nous n'avons pas encore des éléments d'appréciation de la vraie motivation. Ce qui est vrai. Ouais. Lorsqu'on dit convenance personnelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas été poussé, parce que c'est une convenance personnelle. On ne se retrouve pas dans ce qui a été fait. Cette dame a assumé de fonctions, d'après ce que j'apprends, qu'elle serait nommée par M. Félix et qui est dans son cabinet. Climat, oui. Elle a eu à assumer pratiquement la même fonction, mais réduite à ce niveau-là. Si elle a bien presté, ça doit certainement se justifier du fait qu'elle soit nommée en tant que membre du gouvernement, parce que si elle n'avait pas bien géré à ce niveau, on n'allait pas la hisser au niveau du gouvernement. Probablement qu'elle a des atouts. Je ne la connaissais pas, mais j'ai suivi une interview qu'elle a eu à accorder juste au sortir de l'audience que lui a accordée par Papa Sassou, le président Sassou. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, elle avait de la matière. Ok. Voyez-vous? Parce que c'est un domaine qui m'intéresse. J'ai écrit sur ça. J'ai quand même une idée, pas comme mon co-débatteur, mais au moins, j'ai quand même une idée sur la question. Ah, jusque-là, tout va bien. Alors, bon, le problème maintenant, c'est qu'elle a démissionné. Voilà. Mais elle a démissionné. Parce qu'elle considère que l'environnement est malsain. Okay. Elle ne veut pas continuer dans cette forfaiture. Probablement qu'elle a senti, j'ai dit probablement, qu'elle a senti qu'effectivement, elle ne va pas s'épanouir, elle ne doit pas s'accrocher sur les intérêts, elle a préféré démissionner. Mais ce qui m'intrigue un peu, c'est la réaction des autres. Elle est insultée, on l'attaque, non, pour des raisons de convenance personnelle. C'est-à-dire qu'elle considère pour elle qu'elle ne peut pas être là. Peut-être qu'elle se sent incapable d'assumer la fonction, ou peut-être qu'elle sent qu'effectivement l'environnement est malsain, elle décide de démissionner. C'est une action libre. Pourquoi doit-on s'acharner sur elle? Un gouvernement qui est sorti avec beaucoup de difficultés comme ça, on a une ministre qui quitte. C'est pas bon. Ça c'est un autre aspect. Ça n'augure pas non, mais bien évidemment, ça c'est un autre aspect. Dans le futur, oui. Ça c'est un autre aspect des choses. C'est que je constate que le gouvernement a été mis en place à la va-vite. Ok. Apparemment, certaines personnes n'ont pas été bien consultées, ou sinon, se sont rendus compte qu'ils ont été dupés. C'est-à-dire qu'on vous donne une fonction, mais on vous dépouille de toute compétence nécessaire, ou sinon, on vous fait pression de faire ce que vous ne pouvez pas accepter de faire. Les gens doivent démissionner. Elle a démissionné. Alors, pourquoi les autres là réagissent? Apparemment, ça donne l'impression comme si elle était condamnée à être là. Non, okay. Elle n'était pas condamnée. Ça, c'est une option. Et c'est constitutionnel. On peut démissionner. La démission est l'une des options pour mettre fin à une mission. La personne a décidé de démissionner. En démissionnant, nous comprenons que l'environnement est malsain. S'ils ont d'autres informations que nous n'avons pas, c'est à eux de nous dire. On ne doit pas nous dire non, elle serait sous pression, on l'a poussée à démissionner. Elle aurait commis une faute grave, ça c'est justement aussi les hypothèses avancées mais généralement, par les journalistes. Ouais. Non, mais généralement, lorsqu'on commet de fautes graves, on est sanctionné. Ok. Voyez-vous? Et même si on démissionnait, ça ne sera pas la même formulation. C'est elle qui a décidé. C'est ce qu'elle a dit. Alors, ceux qui ont d'autres informations n'ont qu'à nous les fournir et puis on va analyser. Ouais. Mais c'est quand même une honte de voir, avant même l'organisation du gouvernement proprement dit,
qu'il y ait des démissions. Et je demande d'ailleurs aux autres de faire la même chose, que ça soit en cascade. Si Mme Toulouka peut emboîter les pas, ça sera une bonne chose. Qu'elle aussi démissionne. Oui, elle peut démissionner, parce que ça ne servira à rien d'avoir un gouvernement qui ne va rien faire. Mais Maître Oscar Moubiaï, c'est une honte, comme l'a dit Oscar. Avant d'en arriver à ça, oui. Je n'aimerais pas laisser passer des choses dans la tête de nos téléspectateurs. Allez-y. Très rapidement, première chose, quand M. Alain dit que j'aurais remis en cause les professeurs, que ce serait une folie noire, moi je n'ai pas douté de capacité des professeurs que vous me citez. Simplement, je dis, je peux être en désaccord avec les théories développées. Comme quoi, par exemple? Et en sciences, ben comme quoi déjà, vous avez des professeurs qui vous ont dit que la Constitution était la meilleure des constitutions au monde. Maintenant, moi, je suis pour le changement de cette Constitution, que je trouve que c'est une Constitution bidon, et je vous ai démontré. Donc, juste sur le plan de la représentativité seulement? Non, sur beaucoup de choses, à moins que vous puissiez que je fasse le toilettage de toute la Constitution. De A à Z, c'est une Constitution bidon. Commençant par rapport à la forme de l'État, que M. Bologne appelle un État régionalisé. Non, nous ne pouvons pas avoir dans une forme de l'État, en même temps régionalisé, en même temps décentralisé. Lui qui est scientifique, vous comprenez que c'est déjà indigeste. Soit on est décentralisé, soit on est dans le régionalisme. Mais on ne peut pas être dans le régionalisme et dans la décentralisation. Et il va vous dire que... Non, ce n'est pas possible. C'est possible. Je vous en apporte la différence très rapidement. Dans la décentralisation, la répartition des compétences est définie dans une loi organique. Le régionalisme, la répartition des compétences est définie dans la Constitution. Oui, si vous dites c'est ça, donc... C'est ce qu'il y a. Ben, nous sommes dans une option... Dans une option ou bien on n'est pas dans l'option? Non, c'est une option politique. Non, oui. Nous sommes dans une sorte de mixture où nous avons combiné les régionalismes et la décentralisation. Non, ça, c'est une option et vous pouvez lire dans la Constitution et même dans la loi portant organisation et fonctionnement. Monsieur Bolo, n'inventez pas la roue. La loi portant principes fondamentaux et libre administration. N'inventez pas la roue. Dans la forme de l'État, vous avez deux types de formes de l'État. Il n'y en a pas plus en sciences. Vous avez le fédéralisme et vous avez l'unitarisme. Maintenant, le régionalisme s'égreffe entre l'unitarisme et le fédéralisme. Alors, la différence... Et la décentralisation, alors? Non, la décentralisation, c'est dans un État unitaire. Dans un État unitaire, on parle d'État unitaire décentralisé, déconcentré. OK? La différence est à quel niveau? Il est au niveau de ce qu'on appelle les entités. Parce que dans un État unitaire, on parle des entités décentralisées. La différence est au niveau de degré d'autonomie. On considère que dans un État fédéral, les États fédérés ont un degré d'autonomie plus poussé. Oui. C'est pour ça qu'ils ont même leur constitution. Modèle type États-Unis. Par contre, dans un État unitaire, l'on considère que les entités décentralisées ont une plus grande autonomie par rapport aux États déconcentrés. Et le régionalisme a beaucoup plus de degrés d'autonomie que dans des États décentralisés. Mais le tout, c'est quoi? Le tout, c'est que l'on a voulu, parce que chaque entité qu'on appelle en État unitaire entité, ou chaque État qu'on appelle État fédéré dans le fédéralisme, a toujours voulu son autonomie. À notre indépendance, on nous a fait croire que si nous allons vers le fédéralisme qui défendait des Tchombe, il y aura la sécession. Si nous allons aussi vers l'unitarisme, les gens qui se disent qu'ils sont des provinces nantis ne vont pas bien comprendre cela. Et ils ont dit qu'il faut trouver le compromis. C'est pour ça que vous avez, c'est ce qu'on appelle les non-dits. Et là, le professeur Sambo que vous citez, il a fait une thèse là-dessus. Je suis celui qui était témoin de sa rédaction de thèse. Il est encore vivant. Et donc je n'ai pas mis en doute ses compétences. Mais encore, cher ami, vous êtes intellectuel et scientifique. Mais qu'est-ce qu'on a trouvé alors comme formule? Je vais y arriver. La nôtre, le juste milieu, c'était quoi? Si vous me permettez. Encore, je dois dire, tous nous sommes scientifiques ici.
la science n'évolue que quand on remet en cause ses maîtres. C'est pour ça qu'il ne faut pas nous amener, M. Bolodia, les arguments d'autorité. Tel a dit. Si on allait dans tel a dit, il n'y aurait eu que Platon sans Aristote. Donc vous êtes intellectuel et même dans votre domaine d'économie, il y a des doctrines qui se remettent en cause. Et donc, qu'est-ce qu'on a mis en place? On nous a pondu un monstre. C'est pour ça que moi je demande le changement de l'État. Je vous démontre. Lui qui ne veut pas d'un pouvoir fort, quand on admet le régionalisme, on admet la décentralisation. Comment vous avez vu dans une décentralisation, alors qu'on demande des autonomies, qu'on puisse dire que le président de la République est le président des conférences de gouverneurs? Ça n'a pas de sens. Wow. Ça quoi? Ça dénote quoi? Mais ça donne... Qu'est-ce qu'on préfère? C'est pour ça qu'il y a élection. C'est la confusion que vous avez trouvée ici. Pour qu'il y ait décentralisation, il faut qu'il y ait l'élection. L'élection garantit l'indépendance. C'est pour ça l'élection, encore une fois, et là je l'affirme, c'est la décentralisation dite Vundor, c'était pas une décentralisation, c'était un bidon qu'on nous a vendu. Parce qu'on ne peut pas parler de la décentralisation sans élection. Pourquoi élection? C'est parce qu'on ne doit pas être nommé. C'est pour garantir, si vous êtes élu, l'autorité ne peut pas vous chasser. Donc ça c'était pour faire très rapidement. Alors, j'aimerais écouter la réaction de c'est vous qui avez la parole, mais il peut rebondir rapidement. Lui, il peut prendre même dans mes minutes, mais il peut prendre note que je finisse le raisonnement. Comme c'est un sujet qui n'était pas prévu, continuons seulement et puis vous allez voir. Ok, je peux finir. Qui me laisse réagir et puis rapidement. Ne répondez pas aux questions si vous voulez. Parce que vous avez relancé un sujet. Je ne suis pas encore là. Mais je préfère d'abord finir mon raisonnement très rapidement. Quand M. Bolode vous dit que les députés viennent de quelque part. Non, M. Bolodia. La question s'est posée en France. C'est de là qu'on a dit le député représente la nation. Et c'est dit dans la Constitution. Un député ne représente pas son coin. Un député représente la nation. C'est dit dans la Constitution. Un député, M. Bolodia, si demain vous devenez député, vous ne représentez pas l'Équateur. Sur le plan fonctionnel. Vous ne représentez pas. En termes d'origine. Ça, c'est scientifique. Je crois que les gens nous suivent. Non. Rapidement terminé. Alain doit réagir puisqu'on parle. Je finis très rapidement. Il va réagir. Oui. Je suis en train de remettre en cause des affirmations qui ne reposent sur aucun fondement scientifique de ce qu'il a dit. Alors, donc un député ne représente pas la province. C'est pour cela qu'un député représente la nation. Et pour les intérêts de province, il y a le Sénat. Si, en tout cas, il entend diriger le pays et qu'il ne maîtrise pas ça, ça m'étonne. Maintenant, je suis d'accord avec vous que vous puissiez dire qu'on peut connaître peu de tout. Mais on ne peut pas venir sur le plateau de télé avec le peu de tout. On doit venir avec la maîtrise de la question. Bon, quand vous dites maintenant que Tshisekedi aurait violé la Constitution... Mais apparemment, vous n'avez pas compris. Non, j'étais en train de vous répondre. Non, mais vous avez lancé un autre débat. Maître... Si vous embrassez le tout, on risque de se... Non, laissez... Non, mais voilà pourquoi il a dit, accordez-moi le temps de réagir par rapport à la question que vous avez lancée. Mais c'est un problème de minutes, hein. Ouais. Après, on va nous dire... C'est vrai, je confirme, l'article 101 dit le député représente la nation. Mais écoutons alors Alain Bolo. Non, mais apparemment, il n'a pas voulu comprendre ce que j'ai dit. Oui. Par rapport à ses missions, il représente la nation. Mais par rapport à son origine sur le plan électoral, il vient de quelque part. Mais le député n'a pas d'origine. Non, mais attendez. Il faut qu'il y ait une origine. Député élu de ses constitutions. Non, mais effectivement, mais c'est ce que j'ai dit. Mais c'est ça la mentalité que l'on combat dans le préambule. Les non, cher monsieur. Allez, terminez. Je pense qu'il veut créer la confusion pour rien. Ne donnez pas l'impression, et d'ailleurs lui-même l'a dit, ne donnez pas l'impression qu'on doit calquer ce que les autres ont fait. Nous sommes dans une mixture. Déjà au départ, nous avons dans notre constitution aucune disposition qui parle du régionalisme constitutionnel. Ça apparaît plutôt dans la loi portant fixant le principe fondamental de libre administration de province par rapport à la fonctionnalité. La province n'est pas une entité territoriale décentralisée. Non. Non, s'il vous plaît. La province n'est pas une entité territoriale décentralisée. Il y en a 4. Sur les 4, il y a la ville, il y a la commune, il y a le secteur, il y a les chefferies. Il n'y en a que 4. Mais qu'est-ce qui reconnaît à la province l'autonomie de gestion d'une personnalité juridique? C'est justement parce que nous avons voulu, tout en levant l'option de la décentralisation, nous avons voulu reconnaître plus de compétences à la province. On a fait une entité régionalisée. Je vous lis la loi. La loi, je lis d'abord l'intitulé de la loi, du 31 juillet 2008,
loi numéro 08 du 012 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration de province. Vous prenez troisième alinéa de l'exposé des motifs. Troisième alinéa de l'exposé... Attendez, je risque de me perdre là. Voilà. Troisième alinéa. Les statuts, l'organisation et le fonctionnement de la province procèdent des dispositions constitutionnelles qui instituent les régionalismes politiques. Ça, c'est la loi qui le dit. En RDC. C'est-à-dire que dans la fonctionnalité, c'est ça maintenant le problème. Il faudrait avoir la maîtrise du management institutionnel. Il ne suffit pas seulement d'être juriste. Comment on peut organiser, on peut mettre en place une organisation? Qu'est-ce que nous avons voulu? Nous avons voulu assez que nous soyons effectivement dans la décentralisation. Mais nous avons voulu effectivement que dans cette décentralisation, qu'il y ait des entités intermédiaires. Nous avons des entités déconcentrées, il y en a 4. Nous avons des entités décentralisées, il y en a 4. Et on a fait des provinces, en termes institutionnels, des entités régionalisées. C'est-à-dire qu'ils ont un certain nombre de pouvoirs, ils ont des passerelles de collaboration avec le gouvernement central, ils ont des liens avec des entités territoriales décentralisées. Les gouverneurs ont double statut. Ils ne sont pas seulement des élus, ils sont les représentants du chef de l'État. Voilà pourquoi le conseil de la conférence de gouverneurs a sa raison d'être, parce qu'ils ont des passerelles de collaboration. Si vous voulez bien comprendre ça, il faut d'abord lire la loi portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées. Parce qu'il faudrait qu'il y ait des passerelles de collaboration. Voilà pourquoi nous avons créé ces cadres-là. Ces cadres-là n'est pas un cadre de décision. C'est un cadre consultatif et d'orientation. Non, mais ce n'est pas un cadre de décision en tant que tel. C'est un sujet très passionnant, en tout cas, très bien débattu par vous deux. Mais si on peut poursuivre avec notre thématique, Maître Oscar Moubiayi. Oui. Il faut, quand on discute scientifique, se mettre d'accord sur les thèmes référentiels. Je n'entends pas revenir sur ce débat. Ceux qui nous suivent, même les professeurs qu'il a cités, là où ils ne sont pas d'accord sûrement avec lui. Mais le journalisme, c'est écrit dans notre droit organique. Non, cher journaliste. Oui, maître. Nous sommes sur des considérations, pas des humeurs, mais de l'ordre scientifique. Je vous ai défini ce que c'est le régionalisme. Les critères distinctifs du régionalisme, c'est que la répartition des compétences est définie dans la Constitution. Ce qui est le cas dans notre Constitution. La difficulté, c'est que notre Constitution parle également des entités décentralisées. Donc, on nous pond par eux un monstre sans visage. Alors lui, il a reconnu que c'est une mixture. Ça n'existe pas. Ça peut exister. Bon, maintenant, ça n'existe pas. Maintenant, il vous dit le management. Ça, ce sont les bons mots. Bon, le management institutionnel. Maintenant, il est incapable, s'il vous dit que nous avons des entités décentralisées. Nous avons des provinces, parce qu'on appelle provinces ou régions, selon, en Espagne. Le régionalisme n'existe qu'en Espagne et en Italie. En Espagne, on appelle ça des communautés. Ce que vous appelez ici province. Donc, dans leur esprit de balkanisation, ils ont balkanisé le pays avec un monstre qui ne dit pas son nom. Qui est Banyamuleng. Mais c'est ça leur histoire. C'est l'histoire de Banyamuleng. Maintenant, ça, on peut démontrer qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ça, ce sont des raccourcis. Maintenant, quand il vous dit, ça, je n'entends pas continuer à discuter là-dessus, c'est scientifique, et il peut appeler tous les politologues. Une parole d'autorité, alors. Ah ouais. Mais c'est que ça. 1 plus 1 dogmatique. égale 2. Ce n'est pas dogmatique. 1 plus 1 c'est égal à 2 par convention. Mais oui, mais ça aussi. Mais voilà. Mais la on peut contester aussi. La science n'est qu'une management, mais voilà. Maintenant, si vous voulez... Non, la science, c'est une convention. Oui. D'accord? Maintenant, cette convention est scientifiquement admise. Et si vous voulez la remettre en cause, c'est admis. Parce que la science n'est que éternel régnement. C'est pour ça que je ne voulais pas qu'elle puisse accepter l'argument d'autorité en disant que nous avons des grands professeurs. Non, ils sont grands. Alors, mais moi, je ne doute pas de leur grandeur. Ils sont grands. Mais je ne dis pas qu'on ne peut pas... Leur parole n'est pas une parole de Bible. La vôtre parce que plus. maintenant, je vous mets à défi. Appelez tous ces grands professeurs qui disaient que nous avions la meilleure constitution. Aujourd'hui, s'ils vont soutenir la même chose, ils sont en train de la changer. Donc, pour terminer, maître. Pour terminer,
Quand M. Bolodia vous dit que le président de la République aurait violé la Constitution, quand vous revenez à l'article 78, on vous dit quoi? On vous dit que dans la composition du gouvernement, les termes utilisés, c'est qu'on doit tenir compte de. Lui qui aime le management, quand on dit on tient compte de, tenir compte de est une obligation? La réponse est non. Ah bon? Ben oui. L'article 78 fait du président de la République le seul. Le seul. C'est pour cela. Le seul quoi? Le seul maître souverain dans la nomination. Dans une démocratie, il y a un maître souverain. Monsieur, il précise justement le cas, oui. Mais s'il me coupe, moi, quand il parle, je l'écoute. Allez-y pour terminer. L'élégance veut qu'on s'écoute. C'est bon. Ce n'est pas pour rien que l'on disait, parce que les régimes semi-présidentiels n'existent partout en Europe qu'en France. Ce n'est pas pour rien, je vous l'ai dit, ce n'est pas pour rien qu'on disait de général de Gaulle en disant qu'on doit créer un dictateur, un monarque démocrate. Donc il y a une dictature admise. Et c'est pour ça qu'on parle du président de la République comme clé de voûte des institutions. Alors donc en conséquence, il est le seul, c'est un pouvoir discrétionnaire du président de la République de nommer le ministre. Et donc, l'article 78 qui dit qu'il consulte la majorité parlementaire. Non, le président ne consulte pas. Ben, la Constitution parle de le verbe consulter qui est repris. C'est l'informateur, pas le président. Ok? Lisez d'abord. Mais maître, je ne sais pas moi, le président nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. C'est ce que je vous dis. Ouais. Écoutez. La consultation, c'est facultatif. Écoutez. Oui. Écoutez. Oui, maître. Allez-y à l'article 79. 79. Premier alinéa, je vais dire alors. Le président de la République. Allez-y là-bas. Les ordonnances autres. Les ordonnances du président de la République. Autres que celles prévues aux articles 78. On s'arrête d'abord là-bas. Autre que. 78 plutôt, excusez-moi. Qu'est-ce que ça signifie autre que? Parce que les ordonnances du président de la République sont soumises au contre-saint. Oui. Sauf quelle ordonnance tirée de l'article 78. Ça veut dire que ce n'est pas soumis au contre-saint. Oui, parce que le Premier ministre, si c'est le premier mandat, là, tu n'as pas de ce qui veut dire que le président de la République, dans la nomination du Premier ministre, il a le pouvoir discrétionnaire. Non. Et le président de la République, s'il vous plaît, et le président de la République nomme et révoque le Premier ministre. Alors, le Premier ministre. Révoquer le Premier ministre. Oui, c'est dit. S'il vous plaît, vous parlez de quelle constitution? Mais la même, il peut vous lire. Non, lisez. Quel article comme ça? Révoquer un Premier ministre. L'article 78. Oui. Le président de la République nomme et met fin. Et met fin à leur fonction sur proposition du Premier ministre. Là, on parle du Premier ministre. Non, le Premier ministre. Voilà, attends, si le président de la République confie... Nomme et met fin aux fonctions du Premier ministre. Bon, ce n'est pas dans l'article 78. Non, c'est dit. 78. Sur présentation de sa démission. Mais ça, ce n'est pas une révocation. Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission. Oui, ce n'est pas une révocation. Ça voudrait dire quoi? Oui. M. Bolodia, ça voudrait dire quoi? Quand vous prenez les conflits que nous avons eu en 60, Lumumba, Kasavubu, n'est-ce pas? C'est parce que Kasavubu avait démis Lumumba. D'accord? Maintenant, on ne veut pas dire clairement ce que vous dites là, mais le président de la République nomme et met fin aux fonctions du Premier ministre. Ce qui veut dire... Maître Oscar, vous n'avez même pas répondu maintenant, on va... à la question je réponds à votre question. Je sais que pour vous, démissionner, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Non. Ça, c'était simple. Il dit... Bon, d'abord, M. Bolodia s'est contredit sur cette question. Quand il a commencé son propos, il reproche souvent à Tshisekedi de manquer le casting. Mais quand il parle maintenant de la dame, il dit... Il maîtrise ces notions. Ça voudrait dire que M. Tshisekedi avait fait un bon casting en la nommant. Voilà un peu la question. Mais maintenant, la question, moi, je constate tout simplement qu'on est libre de démissionner. Et je n'en comprends pas pourquoi ça s'appelle débat dans une démocratie. Et d'ailleurs, la personne dit par mes convictions personnelles. À partir du moment où ces convictions... Non, ce n'est pas une honte. Merci. Non, il n'y a pas de honte. Merci. Alain Bolodjoa. Je crains que Alain Bolodjoa puisse commencer à... Vous aurez réagi pendant une minute. Parce qu'il était en train de prendre mes minutes. Maintenant, c'est un problème. Je crains que M. Alain Bolodjoa, demain au pouvoir, puisse considérer quand un ministre a démissionné, ça lui fait la honte.
et qu'ils les mettent en prison et on aura un dictateur. Non, mais c'est vous qui voulez avoir un pouvoir totalitaire. C'est vous qui voulez avoir un pouvoir totalitaire. Vous voulez sacraliser la fonction du président de la République, alors que nous sommes dans une démocratie. Vous considérez que le Premier ministre peut être démis de ses fonctions par la seule volonté du président de la République, mais la Constitution que je soutiens aujourd'hui ne dit pas ça. Le Premier ministre démissionne, le président prend acte de sa démission. Le gouvernement est déchu par le Parlement, le Premier ministre est appelé à déposer sa démission. On ne peut pas faire... On ne peut pas faire... Non, Ilou Kamba avait démissionné. Mais bien évidemment. Qui l'a poussé à la démission? Oh, mais pousser à la démission, ça c'est un acte politique, ça n'a rien à voir avec la Constitution. Maître, s'il vous plaît, maître, vous représentez les juristes dans ces plateaux. Ouais. Alors, ne donnez pas l'impression. Vous risquez de nous pousser à croire que nous ne devons pas faire confiance à nos juristes. Merci. Le Premier ministre est poussé à la démission. Le Premier ministre n'a pas été révoqué. La difficulté avec vous, c'est que vous lisez les choses dans leur, de manière littérale. La difficulté avec vous, vous n'êtes pas politique. Voilà. On a un politique et un homme de sciences juriste. Les droits publics est essentiellement politique. Merci. Non. Les droits publics est essentiellement politique. On me fait signe qu'on a largement dépassé le temps. Pas essentiellement politique. Le sujet reste de plus en plus intéressant. A une tendance politique. J'espère qu'on ne va pas... La politique n'est pas une science. Merci beaucoup Alain Bolodjoa. Merci Oscar Mogaï. La politique n'est pas une science. Il y a des sciences politiques. On n'y reviendra pas malheureusement la semaine prochaine, mais peut-être une autre fois, on pourra refaire ce casting pour parler science. Alain Bolodjoa en face d'un juriste, quand même, vous avez aussi des arguments. Et merci beaucoup, maître, pour... non, mais parce qu'il est juste juriste. S'il était politicien, peut-être d'aller comprendre certaines choses. Merci. Le journalisme constitutionnel est dans la Constitution, dans la loi. Je fais les sciences juridiques et économiques. Donc, dans votre discipline économique. Ici, je ne Merci parle pas à vous également, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Non, je ne suis pas que c'était un débat houleux, peut-être, mais dont les questions de fond ont été très bien débattues, très bien dévoilées. C'est à vous de vous faire une petite idée. Chers professeurs également, qui ont été cités ici, qui nous suivez, vos réactions nous feraient également du bien. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, le jeudi. Vous nous suivez en rediffusion le samedi ou en streaming, en rediffusion sur Internet dans notre page ou site internet télé50.cd. Voilà.